Pierre Hébert, s'il vous plaît, Benoît Chieux, merci beaucoup. Ouais, parce qu'il y a un film. Merci beaucoup. J'ai eu un trou de mémoire parce qu'il y avait normalement, en fait, je voulais vous dire quelque chose d'autre, c'est que j'avais demandé à Ilan Nguyen, qui est le maître qu'on nous connaît tous, de savoir si Yuasa Masaki pouvait pas venir ce matin pour nous parler aussi. Et il lui a demandé, mais il m'a dit, ouf, il y a peu de chances quand même qu'il accepte. Oui, il est là, puisqu'il fait quelque chose sur Cartoon Network. Il a fait un épisode d'Adventure Time et il va faire un making-of, enfin voilà, d'Adventure Time, donc je trouvais ça intéressant. Pourquoi Benoît Chieux et Pierre Hébert? Alors déjà, parce que je voulais montrer deux spectres aussi de l'animation, je voulais pas rester dans un seul style d'animation et je voulais bien qu'on voit voilà, des différentes, et que cette belle animation, je me suis dit, bon, il y a peu de gens, mais on va pas être que dans l'expérimental, on va être aussi dans du long métrage. Et ces deux personnes en plus qui, je sais, ont réfléchi par rapport à ça quand j'ai envoyé un mail à Pierre Hébert sous les conseils aussi de Marcel Jean. Il m'a dit de suite, ah oui, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Il a repris dans un article j'ai un peu de mal ce matin, Chris Robinson, excusez-moi, où justement, dans un article pour le festival de Hollande, un festival hollandais, disait que justement l'animation était un peu isolée aujourd'hui et que on était un peu à l'intérieur de nous-mêmes et on pensait on faisait moins attention, c'est en anglais, c'est pour ça que je vous traduis, à l'acte d'animer en lui-même. Il nous en parlera un petit peu mieux que ce que je viens de vous faire maintenant. Et Benoît Chieux a fait tout un article sur plusieurs même, sur l'animation limitée, voilà, que j'avais eu la chance de publier donc sur The Web Anime, et un autre qui était un petit peu différent, qui sera publié normalement dans le compte-rendu d'un colloque qui avait été fait justement sur cette idée de l'animation limitée. Je suis désolé, la qualité n'est pas excellente pour ceux qui ne connaissent pas, ce qui n'est pas possible, mais voilà, quand même, je vous dis. Donc bon, Benoît, c'est notamment le co-réalisateur de Tantilda, dont vous voyez là la bande-annonce, mais aussi travaillé sur beaucoup de films Folle Image. Il est lui-même, donc là, il est co-réalisateur sur ce film, et on va en parler, je pense, beaucoup, parce qu'il a beaucoup justement travaillé. On a souvent parlé, pourquoi ça m'intéresse aussi d'avoir Benoît. Je suis content parce que deux invités, voilà, c'est la première fois que je les ai là, et pourquoi je suis content d'avoir Benoît, c'est qu'on a eu beaucoup de discussions ici au FICAM sur justement le fait alors là, en long métrage animé, et je sais que je les ai aussi avec sur le Train-Train qui est là, sur l'idée de faire des longs métrages moins chers et de réussir peut-être à faire un long métrage un jour à 1 million d'euros. Ce genre de folie qui est aujourd'hui absolument impossible, c'est 3 millions d'euros minimum, et évidemment dans ce cas-là, il y a l'idée de travailler sur une animation autre que ce qu'on a pu voir. Pierre Hébert, alors je suis désolé parce que les qualités sont moins bien ses premiers films dans les années 60, comme Hop. Voilà, que vous voyez là, alors c'est scandaleux, surtout quand le réalisateur et les réalisateurs sont là. Je vous montre que quelques petits extraits, donc c'est absolument terrible, je m'en excuse, mais c'est juste pour vous donner une idée évidemment de leur travail. Donc, et on va parler un tout petit peu aussi, au tout début, avant d'enchaîner sur la belle animation, très rapidement, mais de leur travail. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va travailler aussi beaucoup, pour ceux qui ont vu l'année dernière certains films, la trace, comme là dans donc, Rivière au tonnerre. La qualité est un peu meilleure. C'était un DVD. Voilà, et qui ne va pas non plus se limiter, d'ailleurs, on pourra en parler, au cinéma d'animation, parce que c'est quelqu'un qui fait des installations un peu partout. Il y en a eu au Forum des Images il n'y a pas si longtemps que ça, et il y avait même donc là, je sais pas, Triptyque. Là, vous voyez juste un petit extrait du film, donc avec 3 écrans. Pareil, voilà, qui travaille. Donc on est beaucoup sur ces temps. Donc vous voyez deux cinémas bien différents. Alors juste pour quand même, je vous ai tous les deux, et qu'est-ce qu'une belle anime, c'est bien, mais c'est bien aussi de parler. Je vais vous demander, Pierre Hébert et Benoît Chieux, voilà, vous prenez un micro, juste parce que vous avez deux démarrages différents. Comment vous avez démarré dans l'animation, et surtout, quelles ont été les premières influences de votre travail, justement, dans le monde de l'animation? Pierre?
lumière verte. C'est bon. Ah oui, bon, ça va. Ça va? Oui. Euh, oui, alors, mes premiers intérêts pour l'animation datent du début des années 60. Euh, et, et c'était une forme d'intérêt qui était complètement détachée de la tradition du dessin animé, cartoon, etc. Ce qui m'a amené à l'animation, c'était bien sûr d'une part Norman McLaren, qui œuvrait dans la ville où j'habitais et à qui on pouvait avoir accès. Donc c'était une inspiration et une aide d'un point de vue pratique énorme. Et il y avait aussi toute la nouvelle animation qui avait émergé dans les années 50 dans les pays de l'Est, au Canada, dans différents pays à travers le monde et qui, d'un point de vue à la fois stylistique et au niveau de l'approche de l'animation aussi, se distinguait de façon très importante de ce qu'avaient été les traditions précédentes de cinéma d'animation. Si on exclut évidemment certains grands noms, dont McLaren, Alexeyev, Winsor McKay, enfin, il y a eu toute une mythologie, une espèce d'histoire de l'animation non industrielle, on peut dire, qui avait été constituée à cette époque-là et sur lequel s'était appuyé, par exemple, André Martin, qui avait beaucoup écrit sur l'animation dans ces années-là. C'est sûr que les écrits d'André Martin m'avaient beaucoup influencé au niveau de l'enthousiasme, je dirais, à cette époque-là. Ils m'ont influencé de nouveau plus récemment où j'ai vu de façon plus profonde une pensée qui m'est apparue très importante par rapport à l'animation, par rapport à l'histoire de l'animation. En tout cas, c'est certain qu'il y a une affirmation d'André Martin de cette époque-là qui était il n'y a qu'un cinéma, et qui en fait récusait l'idée d'une différence essentielle entre l'animation et le cinéma pris dans son acceptation la plus large. En fait, pour lui, ce qu'il y avait de plus important dans le cinéma, c'était l'animation, qui en concentrait l'essence, si on peut dire. Alors j'ai trouvé intéressant que les extraits qui ont été montrés au tout début étaient des extraits qui avaient à voir avec le cinéma plus largement, parce que je pense que c'est une chose très importante. Et si pour moi, on peut trouver un critère pour une belle animation ou une bonne animation, au-delà de tous les critères un peu étroits qui ont existé à travers l'histoire. Je pense que c'est la force cinématographique d'une animation qui en fait une belle animation. Et ça, quand on dit ça, on met l'animation non pas en rapport avec des critères formels précis de comment le mouvement doit être rendu sur le plan technique, mais on met l'animation en rapport avec tous les autres éléments cinématographiques qui constituent un film. Alors évidemment, c'est beaucoup plus difficile de mettre des critères étroits, précis, formulables dans ce cas-là. Chaque film est un cas différent et la façon dont on peut juger la qualité de l'animation de ces films-là varie énormément. Voilà. On le verra évidemment. L'idée aussi, je vous en ai parlé au début, avant évidemment que Benoît réponde, c'est de voir à quel point justement cette idée de famille que je répète régulièrement dans l'animation et le fait qu'aujourd'hui il n'y a pas, quand moi j'ai commencé dans l'animation il y a un bout de temps, il y avait donc cette idée d'une famille de l'animation, cette grande famille de l'animation, et aujourd'hui se rendre compte à quel point il y a plein de petites familles et qu'on n'est pas obligé forcément d'accéder finalement au discours de l'autre. Après, on verra dans une deuxième partie qui m'intéresse aussi. Est-ce qu'on peut être produit facilement? Est-ce qu'on peut apprendre facilement une autre animation? Ça, on le verra, mais voilà, ça m'importe. Benoît, toi, comment tu es venu? Parce que je sais que c'est un peu plus traditionnel, peut-être, non? Comment je suis venu à l'animation? À l'animation et les influences du début. Les influences du début. Alors, pour faire court, en fait, moi, je suis arrivé à l'animation par hasard. Parce que en fait, j'ai fait une école à Roubaix, une école d'animation qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle l'ENSAT. Et en fait, quand je suis arrivé en terminale, ils ont créé une section animation dans l'école. Et donc, avant, c'était une école plutôt destinée au dessin publicitaire. Et donc, cette année-là, quand ils ont créé cette section-là, je me suis dit, tiens, c'est une section où on va dessiner plus qu'ailleurs, donc ça m'intéresse. Et donc j'ai mis mon premier pied dans l'animation à ce moment-là. Et donc j'ai participé, j'étais la première promotion officielle de l'ENSET à faire de l'animation.
Et c'était un grand souvenir, et c'était un grand moment, parce qu'on avait un professeur complètement fou qui créait cette section sans lui-même connaître l'animation, donc du coup il apprenait en même temps que nous. Donc en fait, avoir des professeurs qui apprennent en même temps que les élèves, je pense que c'est vraiment le plus grand enseignement qu'on puisse avoir quand on est élève. Et donc ça m'a beaucoup impressionné. Donc mes influences, elles ont commencé à ce moment-là, mais enfin, évidemment, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas, c'est qui commence à un moment donné puis qui ne s'arrête jamais. Donc ça a été le festival d'Annecy, dans lequel j'ai beaucoup appris, et puis encore aujourd'hui, j'ai beaucoup d'influences qui arrivent encore aujourd'hui. Mais peut-être mon plus vieux souvenir de l'animation, c'est un souvenir familial, parce que quand j'étais petit, on regardait des films Super 8. Et on n'avait pas la télévision, enfin, on l'a eu par intermittence. Mes parents, ils n'aimaient pas trop ça. Donc en fait, ils achetaient une vieille télé d'occasion. Et puis quand elle ne marchait plus, on ne l'avait plus pendant 2-3 ans. Enfin bref. Et donc on regardait, par contre, on avait quelques films Super 8. Et on faisait des soirées Super 8 à la maison avec les frères et sœurs. Et on avait des dessins animés. Et en fait, il n'y a pas longtemps, je me suis rendu compte que peut-être mes plus vieux souvenirs d'animation étaient ceux-là. Et on avait 2 films qui m'ont énormément marqué, qui étaient vraiment, encore aujourd'hui, quand je les revois, qui étaient des très bons dessins animés. Il y avait un Popeye des frères Fleischer qui était une caricature de Superman. C'était une espèce de Superman en dérision avec Popeye qui sauvait Olive, qui allait se faire écraser sur la voie ferrée. Alors là, pour le coup, c'était très bien animé, c'était vraiment un très bon dessin animé. Et il y avait un autre film de La Panthère Rose qui était aussi très très drôle. Et voilà, c'est mes plus vieux souvenirs de l'animation, et peut-être ceux qui me portent encore aujourd'hui sont ceux-là. C'est quoi qu'on apprenait en école d'animation au tout début? C'était quoi les cours? On apprenait ce qu'on apprend encore aujourd'hui, c'est-à-dire c'était les principes de base de l'animation, la marche, le feu, comment rebondit une balle. Mais encore une fois, c'était tellement rudimentaire, on avait vraiment l'impression de tout apprendre à ce moment-là, puisque le professeur lui-même ne savait pas comment ça marchait. Que c'était quand même un peu expérimental. Et puis, on n'avait pas les outils informatiques qu'on peut connaître dans les écoles aujourd'hui, donc ça n'avait rien à voir. C'était vraiment le tout début de l'informatique, il n'y avait pas de line test. Enfin, voilà quoi. Et pour la petite anecdote, moi, pour mon épreuve du bac, en fait, j'ai dû animer un personnage de profil et le mettre en couleur sur cello. Et on avait un coef 8, c'était gouacher des cellos au bac, quoi. Donc oui, aujourd'hui ça fait marrer, mais c'était ça quoi. Quand on n'a pas forcément d'école justement d'animation, on n'a pas fait d'école d'animation, on n'a pas fait. Comment on apprend l'animation? Comment on se met? C'est McLaren, c'est en allant voir des maîtres faire ou Oui, enfin, à l'époque où j'ai commencé à Montréal, il n'y avait pas d'école d'animation. Alors c'était impossible d'apprendre comme c'est normal et c'est le cas de la plupart des animateurs aujourd'hui. La plupart des gens passent par une école d'animation. À cette époque-là, non, c'était pas possible. Alors, il y avait effectivement McLaren. Et c'était... oui, parce que c'était... En fait, j'ai commencé à partir... Avant d'avoir vu les films de McLaren, j'avais entendu dire qu'il dessinait, peignait, gravait sur la pellicule. Et c'est cette idée-là qui m'a saisi. Je trouvais que c'était une idée folle, extraordinaire. Et j'ai commencé à faire ça avant de voir les films de McLaren. En fait, ça s'est passé très rapidement, sur une période de quelques mois. Mais j'avais des amis qui étaient à l'école des Beaux-Arts, qui s'amusaient à laver de la pellicule 8 mm et à intervenir dessus. Alors c'était sur le tas comme ça. Et les références que j'avais ont fait que j'ai pas appris les bases du mouvement, c'est-à-dire faire marcher un personnage, faire rebondir une balle. J'ai fait ces exercices-là plus tard parce qu'ils sont inévitables d'une certaine façon. On peut pas opposer totalement à une animation expérimentale qui serait totalement libérée des rapports avec le mouvement réel de la forme d'animation qui est fondée plus sur cette approche-là. Alors oui, donc c'était McLaren, c'était aussi tout l'underground américain, comme Robert Breer, Stanley Brakhage, ces gens-là qui jouaient de façon extrêmement radicale sur la succession d'images différentes, cadre après cadre. Alors c'est sûr que ma référence par rapport à l'animation à cette époque-là, c'était tout ce qu'on peut faire image par image. Autant la discontinuité extrême
une approche où la continuité, la fluidité est plus importante. Alors, et je pense que ça ne m'a jamais abandonné d'avoir comme référence conceptuelle cette idée que mon travail est en rapport avec tout ce qu'on peut faire image par image. Et en fait, je pense qu'avec le numérique, ça va plus loin parce que je crois pas que la distinction aujourd'hui entre le contrôle de la durée, l'altération de la durée qu'on peut faire avec les techniques de l'animation proprement dite, qui existent toujours, soit à distinguer fondamentalement de toutes les autres méthodes que le numérique nous a amenées pour affecter la durée, transformer la durée. Alors, présentement, je dirais que l'animation telle qu'elle nous est livrée par son histoire s'inscrit dans une palette qui est beaucoup plus large et je ne vois pas tellement l'utilité de faire une distinction fondamentale entre ces différentes possibilités. Benoît, tu voulais réagir à un moment donné, sinon j'ai une question. Oui, j'avais juste une question. Comment tu voyais les films de McLaren à l'époque? À quel endroit tu pouvais les voir? Ben, les films, ils étaient faciles à voir parce qu'à cette époque-là, l'ONF avait des bureaux de distribution où les films de l'ONF étaient disponibles gratuitement. Il suffisait d'aller les emprunter. Évidemment, encore fallait-il avoir un projecteur pour les projeter, mais il y avait ici et là des programmes qui étaient présentés en dehors des circuits de salles ou par exemple, les premiers films expérimentaux que j'ai vus avaient été montrés par Guy Côté, qui est le fondateur de la Cinémathèque québécoise à Montréal, et qui organisait au Musée des Beaux-Arts de Montréal des programmes de films d'animation et expérimentaux. Donc, il y avait à la fois des films de McLaren, c'est là que j'ai vu les premiers films de Len Lai, et il y avait tout l'underground américain qui faisait partie de ces programmes-là. Alors, oui, c'est passé comme ça que... Alors, c'était à la fois... Ils étaient accessibles, mais évidemment, techniquement, c'était plus difficile que d'aller sur Internet aujourd'hui, sur Vimeo, sur YouTube, où on peut voir plein de choses. Benoît, cette idée de... Toi qui es parti dans le traditionnel, l'idée de pouvoir passer dans l'expérimental, en tout cas dans une autre version, j'ai toujours l'impression, je ne suis pas du tout, hein, vous savez, pour la plupart animateur ou quoi, donc moi c'est des questions, qu'une fois qu'on anime bien, qu'on anime avec cette idée justement de la fluidité du mouvement, c'est difficile de casser ce moule. J'en sais rien. Non, moi, enfin, dans mon parcours, j'ai pour l'instant pas eu l'occasion d'aller dans ces directions-là, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'ai pas d'a priori, je ne me sens pas enfermé dans une case animation traditionnelle, pas du tout. Je pense que toute forme d'animation est intéressante. Il n'y a pas de critères, quoi. Quand on voit, c'est vrai qu'on parle de McLaren, mais quand on voit qu'il arrive à émouvoir avec une chaise, moi je trouve ça formidable. J'ai pas de, enfin, ça fait envie aussi, ça fait rêver. Quand je parlais de ça, c'est même à l'intérieur d'un même médium qui, par exemple, là, le dessin animé plus traditionnel, c'est-à-dire d'un seul coup changer. Tu le disais toi-même, entre les premiers films que tu fais et Tantilda, il y a une vraie réflexion par rapport à une animation différente, autre, je ne sais pas comment l'appeler, mais... Disons que peut-être ce qui avec le temps, les questions qui peuvent se poser, je pense que c'est tout simplement l'expérience, mais on essaye d'être plus efficace, plus organisé, et puis aussi, il faut voir que, là je vais parler plutôt des expériences de long métrage, mais sur des longs métrages, on s'aperçoit avec le temps que les budgets sont de plus en plus limités, et donc il faut quand même se poser sérieusement la question de la fabrication, et trouver des solutions pour arriver à fabriquer un film. Et je pense que c'est des questions essentielles et de plus en plus essentielles aujourd'hui, parce que les moyens sont de plus en plus limités en fait. Mais il y a plein de solutions différentes, mais je me pose tous les jours la question comment faire, quoi. Est-ce que... pourquoi l'extrait de l'USA que tu m'as envoyé quand tu m'as envoyé? Non, c'était une blague. Non, c'était une blague, mais ce que j'aime bien dans ce petit extrait, c'est que c'est très vivant. Je trouve que c'est très dynamique et je trouve que ça donne une image de l'animation qui est très positive. Et en même temps, je trouve que dans ce court extrait, il y a un jeu, quoi, sur l'espace, sur le dessin. Et moi, ça m'interpelle. Je trouve que c'est quelqu'un qui se pose des questions de cinéma, en fait.
Et donc, en fait, la question, elle est là, au-delà de l'animation, c'est comment on fait du cinéma, quoi. Donc, est-ce que vous êtes d'accord? Parce que c'est quand même quelque chose qui est énormément appris encore aujourd'hui, on en parle beaucoup, on parle beaucoup du mouvement. Il y a toujours cette idée difficile de ne pas passer par le mouvement, alors que là, vous allez tous les deux dire dans des cinémas complètement différents, en tout cas assez différents, que c'est avant tout des enjeux cinématographiques, donc décadrage, façon, etc., mise en scène. Ça veut dire que le mouvement doit être évidemment évacué, loin de là, mais en tout cas, c'est pas la seule chose qu'il y a à prendre en compte. Moi, il faut quand même que je précise, peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est que moi, je ne suis pas animateur, en fait. J'ai pas fait de l'animation pendant 20 ans. J'ai plutôt une casquette, d'ailleurs, de directeur artistique et de réalisateur. Donc, je ne suis pas focalisé sur le mouvement absolu, quoi. Et d'ailleurs, une des grandes questions de l'animation aujourd'hui, c'est est-ce que pour faire une bonne animation, elle doit être parfaitement fluide, par exemple. Et c'est ce qui a amené les Américains à la 3D, par exemple. C'est-à-dire qu'ils ont résolu le problème en disant, si on fait de la 3D, on a un mouvement fluide, on se pose plus la question des saccades, etc. Donc ils ont résolu le problème comme ça. Mais en Europe, on n'a pas fait ce chemin-là, en Asie non plus. Donc voilà. Pierre? Je pense qu'il faut faire attention de ne pas opposer de façon trop radicale l'animation expérimentale et l'animation narrative fluide. Et si on regarde le champ de l'animation narrative avec tous son supposé critères de fluidité, on voit qu'il y a des options et des différences assez importantes. Et bon, une forme d'animation qui me vient toujours à l'esprit et pour laquelle j'ai une grande admiration, c'est la façon dont Félix le Chat est animé. Je pense aux vieux Félix le Chat originaux. Si on regarde image par image cette animation-là, il y a des éléments de syncope absolument étonnants qui sont très surprenants quand on les met en rapport avec le mouvement qu'on voit sur l'écran. Et il y a un art de l'animation dans ces films-là qui n'est pas de l'ordre de l'imitation du réel, mais qui est de l'ordre de la fabrication de raccourcis image par image qui donnent sur l'écran un effet de mouvement assez surprenant. Alors, ça me semble un peu contredire avec une certaine vision où il y a une recherche de la fluidité, la continuité du mouvement. On a beaucoup d'exemples de ça dans les festivals d'animation. En général, j'aime pas beaucoup les films qui prennent, mais c'est une question personnelle, ceci dit. L'autre chose que j'aimerais souligner sur ce plan-là, c'est qu'il y a un article très intéressant de André Martin sur Oblé dans Cinéma 55, je pense. Oui, c'était 65. Et alors que Martin avait jusque-là toujours mis Oblé dans la cohorte de ceux qui rompaient avec l'animation classique disneyienne. En fait, il faisait partie du groupe d'animateurs américains qui avaient quitté Disney et qui, ou à UPA ou ailleurs, avaient créé une nouvelle forme d'animation. Et ce que Martin souligne dans cet article-là, il rappelle le fait que pour les vieux animateurs des studios, ce qu'ils préféraient, ce qu'ils aimaient le mieux, c'était l'étape de la rough animation. C'est-à-dire cette première étape où l'animation était imparfaite, pleine de scories, l'étape avant que ce soit nettoyé et fluidifié dans toute la procédure qui était suivie dans les studios, particulièrement chez Disney. Et ce que Martin soutient dans l'article, c'est qu'en fait, Oblé a recréé le lien avec cette notion du rough animation qui était la chose la plus intéressante apparemment. Ben, il a beaucoup rencontré les vieux animateurs des studios américains. Alors je le crois quand il dit que c'est ça qu'ils préféraient eux. Et il replaçait le travail de Oblé en lien avec cette étape de l'animation industrielle des années 30-40. Alors là aussi, ça jette une lumière qui est moins... qui ne scinde pas l'animation en deux morceaux. Puis c'est sûr qu'il faut bien voir aussi que présentement, dans le travail sur les longs métrages, où nécessairement, film par film, il est inévitable qu'il y ait une forme de normalisation. Quand on fait travailler des centaines de personnes ensemble, c'est clair que là, l'animation, le métier d'animateur prend toute sa force comme métier. Il doit répondre à certains critères.
même s'ils sont définis film par film. Et c'est sûr que l'intrusion du motion capture a beaucoup transformé la notion qu'on peut avoir de ce qu'est l'animation fluide, continue, et l'a changé esthétiquement aussi. Et d'ailleurs, on peut contester le fait que ce soit encore du travail image par image. Ça serait un autre débat intéressant. Je passais au tout début justement un extrait de Renoir qui parlait du réalisme dans le cinéma d'une manière très étonnante, qui 50 ans avant nous parlait de ce qui se passe dans le cinéma aujourd'hui. Est-ce qu'on est contraint à ça dans le long-métrage? C'est compliqué, alors peut-être pas en Europe, je pense qu'on peut pas le dire, ou au Japon, au réalisme en fait. C'est peut-être pour ça qu'aussi que l'animation... Tu me parles de Renoir, mais c'est rigolo. Moi, je pense aux peintres plus qu'aux oui, cinéastes. oui. Mais pour moi, ça m'évoque quelque chose, cette histoire de peinture. Parce que, en fait, historiquement, quand même, il faut voir qu'on est dans une situation qui se répète historiquement. Parce que, avec l'apparition de la photographie, tous les peintres réalistes ont disparu et ont été remplacés par la photographie. Et les peintres se sont posé la question à ce moment-là de dire à quoi ça sert de continuer à peindre. Et c'est ce qui a donné l'impressionnisme. C'est vraiment, l'impressionnisme est né de l'apparition de la photographie. C'était de dire comment on peut montrer le réel différemment qu'à travers une lentille avec un appareil photographique. Et donc ça a été un moment, à mon avis, fondamental dans l'histoire de l'art. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que l'histoire se répète parce que en animation, avec l'image informatique, la 3D, etc., on pousse le réalisme dans ses retranchements. On arrive à des réalismes hallucinants. Et donc, moi, je trouve que la question du dessin animé, elle se pose exactement de la même manière que les peintres à l'époque de l'impressionnisme. C'est-à-dire, pourquoi aujourd'hui continuer à faire du dessin animé en volume et fluide, puisque de toute façon, on ne pourra jamais rivaliser avec l'image en 3D. Et donc, ce champ-là, pour moi, il est occupé, quoi. Donc, il n'a plus d'intérêt, parce que je n'arriverai jamais à faire aussi bien. Et donc, du coup, la question pour moi, c'est comment renouer avec le dessin et qu'est-ce que le dessin peut apporter de différent par rapport à l'image informatique et l'image réelle. Je ne sais pas comment il faudrait la définir d'ailleurs. Et donc là, je trouve qu'il y a vraiment des réflexions de fond à avoir sur le rôle de l'animation. Et tu parlais tout à l'heure de Félix le chat. Félix le cat. Ouais. Et je trouve qu'à cette époque-là, quand on voit ces dessins animés, il y a quelque chose qui apparaît très, très, très fortement, c'est qu'on n'est pas dans un dessin en volume, en fait. On est dans un dessin à la ligne. C'est exactement le film que tu nous as montré, le film chinois de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans du dessin, quoi. Et je trouve que là, c'est interpellant, en tout cas pour moi en tant que spectateur, d'arriver à me projeter dans quelque chose qui n'existe pas du tout, en fait. Et donc, du coup, qui m'interpelle et me met dans un monde, dans une situation et dans une vision du monde qui est vraiment particulière. Et donc là, moi, je cautionne, ça m'intéresse beaucoup. Alors j'ai encore 2-3 questions, puis après, si vous avez des réflexions ou des questions, je vous passerai la parole, et vraiment même des réflexions, dire... vous savez bien si vous pouvez, enfin voilà, le débat, vous ne comprenez pas, ou des choses comme ça. Je regarde toujours Antoine Lopez, parce que je sais qu'il serait capable. Donc voilà, donc, regardez directement dans les yeux. Mais j'ai trois questions. Est-ce que ça vous arrive, par exemple, d'avoir... j'ai l'impression que, voilà, on va tous être d'accord, une belle animation, ça s'ouvre, etc. Il n'empêche que quand moi je vois ce qui est devenu même le festival d'Annecy, est-ce qu'il y a des animateurs, des collègues, des gens, des réalisateurs qui regardent vos films, alors les deux dans des genres différents, dans des styles différents, en disant oui, mais c'est une anime un peu pauvre que tu as pu faire, c'est sympa, mais bon, par rapport à ce qu'on fait, enfin voilà, alors je parle, je ne demande pas les noms, mais est-ce que ça peut vous arriver en effet d'avoir les gens sont polis, ils n'osent pas dire ça en face. Moi, ça m'est jamais arrivé qu'on vienne me dire ah bah non, c'est bien, mais c'est un peu pauvre. Quand il il n'y a personne qui t'a dit, par exemple, c'est pas une question de pauvre, hein, pauvreté, c'est pas ça, c'est dire par exemple, oui, vous avez fait une animation un petit peu différente, c'est bien tenté, mais... Enfin, personnellement, ça m'est jamais arrivé. Je crois vraiment que les gens sont plutôt sympathiques, quoi. On vient me voir pour me dire plutôt du bien. Mais par contre, c'est vrai que c'est des réflexions que j'ai déjà entendues. Mais par exemple, il y a quelques années, à Paris, il y avait le studio Montreuil qui appartenait à Disney. Donc une partie de la fabrication disneyenne se faisait en France. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, j'avais croisé quelques animateurs
qui travaillait dans ce studio et qui quelque part était formaté à une certaine vision de l'animation, parce que toute la journée il faisait que ça, c'est-à-dire une animation très fluide, très, je sais pas comment dire, très disneyenne, quoi, chacun sait ce que ça veut dire. Et donc du coup, eux ils étaient choqués par exemple par l'apparition de films japonais, même ceux de Miyazaki, qui trouvaient saccadés, mal animés. Alors, moi ça m'impressionnait d'entendre ça, mais je pense que c'est vraiment une vision conditionnée de l'animation, quoi. C'est-à-dire que si on a toute sa vie appris à faire un geste et puis qu'il y a un nouveau gars qui arrive et qui fait mieux mais différemment, on n'est pas forcément apte à le comprendre, quoi. Pierre, quand on fait un cinéma où là on voit bien, par exemple, on est obligé de faire du off-limits maintenant à Annecy, on est obligé d'un seul coup d'inventer des catégories en disant c'est pas tout ça, on va pas de l'anime, mais pas complètement fait, on sait pas trop, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est complexe? Parce que pendant longtemps, on vous a pas vu dans les... Oui, Annecy, par exemple. j'ai eu conscience de faire des choses, que les choses qui m'intéressaient étaient assez peu dans le goût dominant dans le monde du cinéma d'animation. Et effectivement, ça m'a entraîné à faire autre chose, à aller voir ailleurs, donc à collaborer beaucoup avec des musiciens, avec des chorégraphes, à trouver un créneau, un accès à un public en dehors des circuits de l'animation. Et effectivement, c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, tout à coup, je me suis trouvé plus de pairs dans le monde du cinéma d'animation que je ne m'en trouvais avant. Et c'est probablement parce que cette notion, disons, pour simplifier de façon abusive, cette notion de qualité disnéenne de l'animation, basée totalement sur la fluidité, et a été débordée de beaucoup de façons par des animateurs, par d'autres artistes, parce qu'il faut voir ce qu'aujourd'hui, c'est qu'il y a, avec la disponibilité des outils numériques, il y a plein d'artistes qui se servent de l'animation et qui sont totalement en dehors du champ reconnu ou organisé du cinéma d'animation. Donc, c'est sûr que je me sens tout à coup plus à l'aise et je me retrouve plus souvent dans les festivals d'animation que c'était le cas auparavant. Je vais prendre le micro. Est-ce qu'on a... Et après, si dans la salle vous voulez répondre, il y a deux choses, moi, parce que peut-être que vous n'avez pas... Il y a deux choses qui m'avaient marqué, c'était le public et les financements. Pour finir sur ça, sur une autre animation. Jasmine, je prends souvent le même exemple qui était passé ici, film d'Alain Huguetto. C'est vraiment quelque chose dont je parle souvent, mais la moitié de la salle, beaucoup de gens dans la salle sortaient ici au Festival d'Annecy, alors que le film, enfin moi c'est un film que je trouve très fort, on n'aime pas toujours, mais en disant, oh là là, c'est quand même mal animé, et je ne sais pas comment on peut faire un film comme ça, donc je ne sais pas si vous ressentez ça, ou encore une fois, dans le public, cette idée du public qui attend une animation particulière, et ça m'est déjà arrivé aussi dans les séances de court-métrage d'avoir de plus en plus de gens qui justement attendaient dernier USA, et quand vous voyez d'autres animations un peu plus expérimentales, par exemple, Hurley, comment peut-on faire ça et c'est pas de l'animation? Parce que ça c'est... Non, mais moi par exemple... je vais passer le micro, ouais. Personnellement, moi, enfin, encore une fois, comme je ne suis pas animateur, je ne suis absolument pas sensible à ce genre de critères. Pour moi, ce n'est pas du tout un critère de savoir si l'animation est fluide ou pas fluide, ou bonne ou pas bonne. Je veux dire, il y a un spectacle qui nous est offert, il y a une proposition artistique, est-ce qu'on y participe ou on n'y participe pas? C'est aussi simple que ça, quoi. Mais je n'ai pas du tout ce genre de critères. Moi, je suis pas... ça ne pose pas du tout de problème. Pierre, oui. Oui. Alors, effectivement, particulièrement le public annécien était pendant longtemps reconnu pour son intolérance face à ce qui dérogeait de certains critères. Et en fait, je pense que je ne sais plus si c'est en 71 ou 72, j'ai vu Synchromie de McLaren huer lors de sa projection au Festival d'Annecy. Ça semble un peu inconcevable aujourd'hui, mais c'était le cas. Et ce que j'observe, je suis revenu à Annecy l'année dernière, cette année, et le public me semble avoir une vision beaucoup plus large, beaucoup moins intolérante de ce qui est présenté. Enfin, je n'ai pas observé de séance où les gens huaient ou s'impatientaient parce qu'ils n'étaient pas d'accord ou heurtés par la forme d'animation ou la forme cinématographique qui leur était présentée. C'est bien de savoir ça. Je pense tellement l'inverse en disant justement c'est pire qu'avant. Oui, vraiment, c'est pire qu'avant? Enfin, mais... mais non, j'ai vu des séances, mais comme quoi ça existe à tout moment.
de films de Félix Desfours-Laperrière, par exemple, Le Trois Crépuscules, film canadien assez particulier, voilà, qui dure une quinzaine de minutes et à la fin, complètement. Ah bon? Plus que siffler, parce que d'ailleurs, siffler, au moins, il y a quelque chose. Là, les gens sortaient ou faisaient ce qui est la grande habitude maintenant d'Annecy, vous savez, ces petits bruits d'animaux, voilà, ou de bulles comme ça qui font, et d'un seul coup craquer par rapport à ça. Mais bon, je suppose que donc ça doit être. En fait, c'est intéressant parce que finalement, moi qui pensais que c'était juste maintenant, en fait, on se rend compte, je pensais qu'Annecy était un havre dans les années 60-70, et que justement Chuck Jones et McLaren se retrouvaient, et qu'on pouvait voir aussi bien le dernier Chuck Jones que McLaren, et qu'en fait tout le public aimait les deux. Non. Ça, au moins, il y a cette vision-là. Je ne sais pas si par rapport au financement, on parlait tous les deux, mais le financement est un peu particulier peut-être pour Pierre par rapport à beaucoup de financement au Canada, plutôt étatique, ou comment ça se passe? Ben ça, j'étais dans une situation totalement privilégiée sur ce plan-là parce que pendant 35 ans, j'étais un employé de l'Office national du film du Canada. Donc, j'étais payé pour faire plus ou moins. Je devais quand même présenter les projets, mais j'ai toujours fait ce que je souhaitais faire. Alors, je m'étais forcé pour gagner ma pitance, de faire des trucs que j'aimais pas. Alors, c'était une chance inouïe. Ça n'existe plus tout à fait de cette façon-là au Canada. Et depuis 15 ans, je suis indépendant. J'ai quitté l'ONF en 2000. Comme j'avais commencé très jeune à l'ONF, j'ai pu quitter à la retraite. Et donc, je suis techniquement retraité de l'ONF, ce qui me donne le luxe de ne pas avoir à gagner ma vie avec le travail que je fais et donc d'être totalement libre. Mais c'est une situation très singulière et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'animateurs qui ont cette chance-là. Bon, ceci dit, c'est certain que depuis que j'ai quitté l'ONF, il y a quand même des impératifs de production, et c'est certain que j'ai dû me construire mon petit système de financement pour renouveler les ordinateurs, renouveler les logiciels. C'est plus facile qu'auparavant de posséder personnellement tout ce qui est nécessaire pour faire un film, mais néanmoins, ça demande quand même des sous. Et en fait, la façon dont je procède, c'est que, comme une bonne partie de mon activité, ça consiste à faire des performances d'animation en direct. Et en fait, ce sont les cachets de ces performances qui me permettent d'assurer la survie technique de ma petite installation. En général, je travaille seul, je n'ai pas à payer d'autres gens. Je collabore avec des musiciens qui sont heureux, semble-t-il, de me donner leur musique. Quand il y a de l'argent, il y en a, qu'on se dit. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas, puis on le fait quand même. Alors, je suis dans cette situation assez fluide où, à travers des collaborations avec d'autres artistes et à cause de ma situation personnelle, où il y a une situation assez aisée, à condition de ne pas être trop ambitieux. Benoît, je l'avais Boris Labbé hier, pareil, qui fait un film qui s'appelle Rhizome, qui est en compétition, et qui disait que lui, quand il présente ses dossiers, alors on est dans l'expérimental, je pose une question. Par exemple, le CNC avait beaucoup de mal, on parlera tout à l'heure du CNC, mais avait beaucoup de mal à produire ce genre de film. Toi, tu as eu un long métrage que tu as beaucoup développé, qui ne s'est pas fait. Est-ce que, pour des raisons autres, je parle, on ne va pas, mais peut-être aussi budgétaires, enfin aujourd'hui ça coûte cher de faire un long métrage, est-ce que cette idée dont je parlais au début en disant il faut arriver, on a eu des discussions là-dessus, tu disais mais c'est n'importe quoi, faire un film à 1 million d'euros, vraiment complètement en dehors du coup et tout en long métrage, est-ce que ça ne voudrait pas dire donc dans ce cas-là faire une animation complètement différente de ce qu'on voit aujourd'hui, mais peut-être pouvoir développer des outils cinématographiques, scénaristiques, on n'a pas parlé évidemment des thèmes, des choses qu'on a du mal à mettre en place dans le long métrage d'animation aujourd'hui, quand on voit que Le Garçon et le Monde est fait, alors oui je sais c'est au Brésil avec 300 000 $ par exemple, ou ce genre de choses, est-ce que tu vois une possibilité pour le long métrage Comment dire, c'est toujours une... Ça dépend à combien on fait un film. Par exemple, si je travaille tout seul et que je suis payé 1 million, je trouve que c'est déjà pas mal, quoi. Donc ça dépend. Il faut voir comment... C'est encore une fois un problème d'organisation et de gestion. De toute façon, s'il n'y a plus d'argent, les films se feront quand même. Je veux dire, et donc il va falloir trouver des solutions. Effectivement, peut-être des longs métrages à 1 million, pourquoi pas.
moi, je voudrais juste mettre peut-être les choses un peu en perspective, parce que là, on parle d'argent, mais j'étais il y a 15 jours à Séoul pour présenter un court-métrage au Festival du SICAF, et j'ai rencontré beaucoup de réalisateurs coréens. Et, et c'est vrai que, par exemple, on peut se plaindre en France de dire bon, on n'a pas beaucoup d'argent, et quand on compare, par exemple, les budgets américains ou les budgets en France, c'est vrai que sur un long métrage un peu commercial, on a 20 ou 30 fois moins d'argent qu'aux États-Unis. Mais à Séoul, ils font un long métrage avec. J'ai rencontré des réalisateurs qui font des longs métrages avec 120 000 euros. Et donc voilà. Et donc ça veut dire que eux, ils ont encore 10 fois moins que nous. Donc on se retrouve au milieu du gué. Donc en fait, il y a une échelle de valeur qui, d'un pays à l'autre, peut vraiment complètement changer. Et c'est intéressant de s'en rendre compte, quoi. Et en fait, les films existent quand même. Donc ils font des longs métrages qui sont en compétition à Annecy, etc. Donc je pense que quel que soit l'argent qu'on a, les films continueront à se faire, quoi. Après, c'est comment on réfléchit à l'organisation de son travail pour que ce soit réalisable et dans les meilleures conditions possibles. Bon, à Séoul, ça se fait dans des conditions très difficiles. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? J'ai pas de chance parce que je vois qu'il y a personne qui est à côté d'Antoine. Je vais les poser à Laurent Poiret qui est parti. Je voulais savoir si dans les écoles, peut-être que je peux les poser à des profs. À des élèves. Les élèves, non, mais est-ce que dans les écoles d'anime, de toute façon, on ne peut pas faire autrement que de passer par la marche, par des exercices comme ça? Est-ce que c'est une obligation? Gilles à côté. Ouais, mais je sens que Gilles, là, il se réveille. On laisse un petit peu se réveiller. Vas-y. Du coup, c'était quoi La question, c'est est-ce qu'en école d'animation, parce qu'on parlait de bonne animation, c'est-à-dire est-ce qu'on est obligé de passer par cette idée de marche, tous ces exercices qui sont faits dans les écoles? Donc Gabriel Jacquel, du train animateur. Bonjour. Je sais pas, il y a peut-être d'autres moyens de parler d'animation, de parler de rythme, de parler d'une feuille d'expo, ce genre de choses. Donc c'est peut-être le moyen le plus pratique et rapide d'aborder ça. Je pense que c'est surtout ça. Est-ce que l'idée, alors, Pierre le disait tout à l'heure, donc peut-être que c'est encore une fois, moi je suis pas animateur, mais est-ce que dans l'idée ça contraint pas toujours le même style d'animation si on travaille toujours ce rythme-là? Visiblement non, puisqu'on peut faire à la fois des choses plus traditionnelles, on va dire, et des choses abstraites, mais qu'on a besoin quand même de comprendre, finalement c'est ça la base de le mouvement. Une bonne animation, c'est forcément de toute façon comprendre un mouvement, quel qu'il soit. Oui, voilà, c'est réfléchir à une courbe, réfléchir à un rythme, réfléchir à un poids. Et donc le fait de jouer avec une balle, puis dire, si cette balle est un peu plus lourde, qu'est-ce que ça fait? Gilles? Et on train aussi. C'est un peu comme en musique. Il y a le solfège, il y a la pratique. Voilà, il y en a qui s'en sortent très bien sur le solfège. Nous, les élèves attendent de nous quand même quelques bases techniques. Après, on essaye assez vite, pour ceux qui désirent. C'est vraiment après adapté à chaque personnalité, en fait. Donc, mais on nous demande, nous, quand même, une certaine base, un peu de solfège. Après, moi, ça m'embête aussi, le solfège. Peut-être que je peux demander quelqu'un. Ah, question, sinon j'avais après avoir une question à Antoine, donc je lui dis comme c'est pas. Est-ce qu'il connaît, lui qui connaît tellement de choses, des gens qui qui font de l'animation mais sans vraiment du tout être passés par. Alors, dans les écoles, ça oui, mais pas du tout d'animation, qui changent d'un seul coup dans un court-métrage. C'est vrai que parler à M. Lopez, ça nous rapprocherait du financement. C'est bon, vous êtes. Ouais, moi je voudrais dire que, en ce qui me concerne, l'animation, c'est pas tellement une question de marché, de mouvement, de je sais pas quoi, c'est plus une question de vie. C'est-à-dire que, pour moi, faire de l'animation, c'est faire vivre quelque chose, mais par n'importe quel moyen. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent à émouvoir avec presque rien, et d'autres qui font chier en faisant des énormes constructions en 3D et tout. Et j'en veux pour exemple que moi j'ai assisté, parce que je suis vieux, il y a des années, aux prémices, les débuts de la 3D. Et alors, il y avait des gens qui nous montraient des trucs en disant ça a coûté je sais pas combien de millions de dollars pour faire ça. C'était chiant comme tout. Et la première fois en fait où j'ai ressenti une émotion, c'était quand la CTR a montré Luxo Junior, qui était un tout petit film avec une lampe qui boule. Et là, c'était la première fois où, avec finalement pas grand chose,
lui, il avait réussi à rendre humain, enfin, à rendre sensible un objet, quoi. Et moi, je trouve que l'anime, c'est plus réussir à créer cette étincelle qui fait qu'on se retrouve devant quelque chose qui vit, qui a une humanité. Et il se trouve que pour la première fois, on m'a demandé de donner un cours d'animation, alors que j'ai jamais été professeur ici. Et moi, je m'amuse beaucoup à faire plutôt de la pixelation avec ces élèves qui font de l'illustration, donc ils s'y connaissent rien en animation. Et avec un iPad et un petit logiciel, on arrive à faire des trucs où eux, ils s'éclatent complètement, moi aussi. Et là, on ne se pose pas tellement des questions de si on marche, si on ne marche pas. On essaye de faire des étincelles de plaisir et d'anime. Je crois que pour moi, c'est ça le plus important, en fait. C'est d'essayer de faire passer un truc, quoi. Ouais, faut que je réponde à la question. Tu veux. Oui, enfin, dans tout ce que j'ai pu voir, donc, on travaille au Festival de Clermont, et notamment en ce qui concerne l'animation, oui, on n'a pas forcément des gens qui ont appris à faire de l'anime. On a eu plusieurs cas. Enfin, il y a 2 cas. Il y a un jour, j'ai un copain qui est prof à l'école d'archi, qui était présent à une thèse, et le type, pour sa thèse d'archi, il avait fait en fait une anime. Et il m'a dit, je trouvais ça bien, regarde-le. Donc on a reçu, puis finalement il avait été sélectionné en sélection labo à Clermont. Donc ça c'est un exemple. Le mec, il ne savait même pas que les festivals ça existait, que bon, l'anime, il en a entendu parler forcément, hein, mais il avait fait ça dans son coin. Mais un autre exemple, à mon avis, que tout le monde connaît, c'est Blue. Je veux dire, Blue, il n'a jamais pensé à faire de film d'anime. Lui, il intervient, vous connaissez tous, ou presque tous. Ces films, on les voyait sur le net, mais lui, ce qui l'intéressait, c'était peindre investir un lieu, une ville, et puis de peindre sur les murs, sur les friches industrielles, dans les caniveaux, enfin n'importe où, et puis de filmer image par image. Donc, en même temps, tu vois la circulation, les gens qui passent et tout ça, et en même temps, tu as son dessin qui évolue. Et c'est des trucs grandioses, ça peut être des peintures, des fresques murales qui font 5-6 mètres de haut, sur des choses plus petites. Et ça, c'est un autre exemple. Et il a fallu que pas mal de festivals, d'organisateurs de festivals, de programmateurs, qui évidemment cherchent Internet, c'est un terrain de jeu évidemment extraordinaire. C'est une main au trésor, donc on va à la recherche. Et on a été plusieurs comme ça à insister pour qu'ils collent ces films sur un support approchable. Et c'est comme ça qu'on a pu le voir dans les festivals. Mais sinon, ils s'en foutaient complètement. Et d'ailleurs, je crois qu'ils s'en foutent toujours. C'est plutôt Martignoni qui fait ses bons sons, parce qu'au départ, il n'y a pas de son dans ces films. Parce que ils ne cherchent pas à faire un film. Enfin, on peut faire un film muet, bien sûr, mais je veux dire, le but, c'était juste de voir ces dessins bouger dans la vie. Voilà, mais c'est très bien, je veux dire, je crois que la question générale, c'était qu'est-ce qu'une belle animation? La belle animation, il n'y a pas de réponse, surtout. La réponse, il y a une nouvelle réponse à chaque jour. Parce que les goûts évoluent, et ne serait-ce que les choix des programmateurs. Du temps de Bromberg, il y avait très peu de chances d'avoir un appel sur pellicule. Du temps de Marcel Jean, il y en a trop. Je caricature, mais c'est pour donner une idée du truc. Vous voyez, les goûts changent, mais même en dehors des personnes, les goûts changent. Aujourd'hui, on est dans une période où l'expérimental a le vent en poupe. Mais dans 2 ans, 3 ans, il y aura un retour de. Mais ça, l'histoire du cinéma, notamment le court-métrage, elle est faite comme ça. Ça monte, ça descend. C'est-à-dire que on a du cinéma, on va dire, classique, bourgeois, installé, dominant, et puis on en a marre, et hop, on plonge l'expérimental, et on arrive évidemment à des trucs extrémistes, comme dans le programme 6, Off Limits, avec le film allemand, mais il n'a rien inventé. En 1960, attendez voir, parce que moi c'est pareil, je ne suis pas tout jeune, donc je vous dis, c'était en 1984-3, hier, il y avait un festival de cinéma expérimental. Là, j'ai vu exactement le même film, enfin je veux dire, c'était... vous voyez, donc après on a oublié, évidemment, et puis hop, de ce coup, il y a un mec qui a fait la même chose aujourd'hui. Donc c'est en dents de scie, comme ça, la belle animation, on va l'aimer parce que ça nous fait du bien, au moment où on est gavé, et on va aller chercher par des expérimentations, des gens qui essaient des choses invraisemblables, et c'est comme ça. Là. Donc tout de suite, on est au sommet pour l'expérimental, pour les recherches, et c'est pour ça que je pense que tu poses la question, c'est pas par hasard que ce genre de débat intervient, c'est parce qu'à un moment donné, on se pose la question effectivement sur ce qu'on voit, sur ce qui est mis en avant, ce qui est dominant, comme disait Pierre Hébert, hein. McLaren aujourd'hui est le maître du monde, comme de son temps,
on lui sifflait dessus, quoi. C'était, voilà, les choses bougent. McLaren, on l'a très vite admiré, mais je crois que c'était quel film qui a été sifflé en fait Synchromie. Voilà, alors c'est ça, alors c'est des films, on parle d'une époque où le festival d'Annecy commençait à être très réticent à tout ce qui commençait à être autre chose que l'animation pure et dure, c'est-à-dire l'intrusion de la vidéo, d'effets spéciaux. Pendant des années, c'était tabou à Annecy, il fallait faire de l'animation avec un grand A. Donc du coup, c'est pour ça que je crois que McLaren a été sifflé plus que pour ses... C'est ça, c'est tout d'un coup, il mettait le pied dans autre chose que attention, des crayons, des stylos, de la pellicule gravité, on était dans un autre domaine. Alors c'est ça qui a été sifflé plus que son talent, qui était reconnu, je crois, à l'époque quand même, il faut le dire. Parce qu'il faut situer aussi ça, c'est qu'il y a des époques d'Annecy où, attention, dès qu'il y avait un pixel à l'horizon, c'était tabou, quoi. Heureusement, c'est fini, quoi. Donc, comme dit Antoine, il y a eu des périodes et des modes, et dans les festivals, et dans les goûts du public aussi, et dans les goûts des sélectionneurs, parce que ça compte beaucoup aussi, ça. Oui. Je vais un petit peu du CNC. Moi, j'en posais, je suis pas arrivée au début, donc je vais peut-être poser une question qui a déjà été posée, mais c'est de savoir, c'est une belle animation pour qui? C'est-à-dire que là, on est à Annecy, on a des sections télé, on a des sections donc, de grosses industries, de moyenne industrie. J'étais au débat hier après-midi sur l'écriture dans les grosses séries qu'animait Alice Delalande du Fonds Innovation au CNC. Et il y avait de tout. Même dans l'industrie, il y a des grades. Et donc, moi, il y avait des choses qui me plaisaient beaucoup. Et elle m'a dit, Alice, mais ça, c'est pas du lourd, quoi. C'est la crème de l'industrie. Donc, je pense que le point de vue de ceux qui sélectionnent et qui regardent et les attentes, c'est en fonction vraiment de comment, dans quel univers on va se projeter après, pour quel public. Et puis, du coup, je pense que les écoles, elles doivent aussi être larges pour pouvoir... donner aux étudiants la possibilité d'aller sur tous les secteurs, notamment pour plonger après. Oui, alors justement, je ne sais pas s'il y en a qui vont répondre. Les étudiants, il y en a quelques-uns dans la salle, s'il y en a. Donc moi je suis étudiant à l'ESAT, comme vous demain. Et je me demandais justement, on parle de belle animation et on parle de cinéma, et on se demande si l'animation peut servir le cinéma. Et j'aimerais savoir dans quelle proportion on pourrait aller contre une forme d'enseignement d'animation vraiment léchée disneyenne, comme on peut avoir mis en cours, et comment on pourrait essayer de la mixer avec une animation plus limitée, vu que ça semble être un domaine que vous avez étudié. Comment on pourrait peut-être essayer d'apprendre une forme d'animation qui mixerait des moments très techniques, si ça nous plaît, et en même temps des moments plus limités qui permettraient de réduire les coûts, des choses comme ça. Plus libre aussi en expression. Plus libre en expression artistique. C'était une question à moi peut-être. Moi, je pense que la notion cinématographique de l'animation, elle se repose essentiellement sur le storyboard plus que sur l'animation. C'est-à-dire que la façon de créer un espace, c'est quelque chose qui est lié à la mise en scène et au storyboard, mais pas à l'animation. L'animation, elle participe ou pas à ça, mais on pourrait presque imaginer un film cinématographique sans animation. Il y a des exemples qui montrent ça très bien, il y a des films qui montrent ça. Donc, en fait, je pense que la notion cinématographique, elle n'est pas forcément liée à la fluidité du mouvement, en tout cas. Enfin, là, on est dans l'ambiguïté totale. Il ne faut pas oublier que le cinéma vient de l'animation et qu'on a inventé le mouvement d'image avant l'invention de la pellicule, puisque les zootropes, les participateurs partie du dessin. Donc, ça nous a permis de comprendre pourquoi le mouvement existait, la photo a suivi, et puis voilà, donc du coup l'animation, je rejoins tout à fait ce que disait tout à l'heure le critique dont vous parliez, où l'animation c'est l'essence même du cinéma, on parle cinématographie, donc on parle animation, il ne faut pas inverser. Après il y a la narration, la narration c'est raconter une histoire, on peut la raconter très classiquement en animation, comme on peut la raconter très classiquement en image, prise de vue réelle. On travaille pour le même cinéma. C'est-à-dire des plans qui suivent, une narration, un début, une fin,
des ellipses et tout ça. Mais on peut faire de l'expérimental en animation et en prise de vue réelle. Et il y aura toujours ce fossé, parce que quand on fait Entracte, René Clair fait Entracte, ou quand David Lynch fait Eraserhead, il dérange, il va tout de suite dans une section labo. Voilà, et ça, on parle des années 20, et après on parle des années 2000, voilà. Donc ça prouve bien qu'il y a toujours eu ce fossé entre un cinéma différent et un cinéma traditionnel qui rassure le public, qui est plus près de la captation ou au théâtre ce soir, quoi. Du coup, il faut toujours penser à ça. L'animation, elle est comme le cinéma en prise de vue réelle. Il n'y a pas de différence. Il y a des genres cinématographiques qui sont l'expérimental, le western, le péplum, le film traditionnel, le film dit expérimental, mais c'est un peu ridicule de dire ça. Mais voilà, donc on peut espérer. Il faut dire aux élèves qui soient étudiants en cinéma traditionnel ou étudiants en animation qu'il faut être curieux et puis s'interroger sur la manière de raconter des histoires et de montrer des images. Voilà, c'est tout, c'est d'essayer d'être curieux. Je crois que c'est le grand mot du cinéma en général. Enfin, moi, c'est mon point de vue. C'est pour ça que j'aime les débats, c'est qu'en fait, ça commence toujours au moment où on va devoir s'arrêter. Mais il y a un problème que disait Valentine Rollet qui était intéressant, c'est qu'aussi, il y a toujours cette problématique de trouver du travail. Et qu'il y a aussi cette problématique-là de se dire, c'est bien beau d'être libre et c'est bien beau de faire ce qu'on a envie. Mais pourquoi faire par la suite? Parce qu'on peut trouver facilement dans les studios en disant, ben voilà, moi je fais du blue, je fais des choses complètement délirantes. Et comment je fais pour trouver? Alors, on en avait déjà parlé, hein, travailler autrement, mais c'est quand même un point aujourd'hui qui est très très important, je pense, chez les étudiants, de se poser la question, et chez les parents, puisqu'on est dans la salle, de se dire, ben voilà, qu'est-ce que vont faire mes enfants? Est-ce qu'ils vont trouver du boulot? Alors bon, il y a des parents qui sont libres, enfin, qui laissent leurs enfants faire ce qu'ils veulent, et puis il y en a d'autres, c'est un peu plus compliqué. Il y a vraiment cette problématique-là aussi de qu'est-ce qu'une bonne anime, elle est aussi dictée aujourd'hui. On arrive encore une fois à la fin, mais elle est dictée aussi par quand même les studios par rapport à ce qui se fait énormément. On pourrait peut-être parler, je reviens sur Gabriel Jacquel qui est là, qui avait une série recto verso qui ne s'est pas fait, et qui on a dit bah, c'est du noir et blanc, c'est pas trop pour les enfants, mais c'est pas non plus pour les adultes, on ne sait pas, on n'a pas de case à l'intérieur, et que d'un seul c'est compliqué, non? Et Antoine, ceux qui donnent l'argent, ils évoluent moins vite que les créateurs, il y a toujours des créateurs, c'est ça le problème. Le jour où on résoudra ce problème-là, on sera dans le meilleur des mondes. C'est-à-dire quand ceux qui donnent l'argent seront en phase avec les nouveaux projets artistiques, ça existe, mais c'est quand même négligeable. Donc ceux qui donnent l'argent sont formatés parce qu'ils se disent ah bah tiens, il y a telle série ou tel film a fait tant d'entrées, moi je vais faire la même chose. Et du coup, oui, bon, c'est ce que je dis, il y a quand même quelques cas, mais la plupart du temps, si on regarde l'histoire, elle est faite comme ça. C'est-à-dire que si aujourd'hui les séries évoluent, c'est parce qu'il y a des séries différentes qui ont du succès, de ce coup on fait d'autres séries, on va dire à peu près du même type. Mais sinon, avant, il ne fallait pas montrer le millionième de millimètre d'un poil de cul, parce que ça choquait tout le monde. alors réponse. Non, je ne faisais pas partout. Il y a les régions. Hier, il y avait dans le programme 2 un film aidé par Cyclique. Il n'y avait pas d'autres financements d'ailleurs. J'ai été étonnée, ils ont dû ramer. Mais du coup, il y a des régions, il y a des courts-métrages aussi, d'espaces de liberté, il y a le Fonds d'innovation qui fait des espaces de liberté. C'est sûr qu'après, ces espaces de liberté, il faut que ce soit un complément le système industriel, il est là, il est aussi financé, et du coup les choix se font par la télé. Et c'est vrai qu'à la télé, il y a des contraintes très fortes de NIBAT, il y a des contraintes très fortes de lignes éditoriales de chaîne, et c'est là où c'est compliqué. Enfin, dans les séries, on voit qu'Arte a quand même fait des efforts cette année, ils ont fait pas mal de choses sur les séries d'animation. Hélène Bessière, elle est assez attentive à essayer de trouver d'autres manières de travailler en série. Voilà, il y a des tentatives. Et en même temps, il y a, donc par rapport à d'autres pays européens, il y a tous qui sont beaucoup moins riches sur le plan du financement du cinéma. Il y a toutes les régions qui peuvent aider, et des studios qui se sont spécialisés en plus sur l'animation. Voilà, je voulais juste pour être pas trop pessimiste. Oui, ce que je voulais dire, c'est que là aussi, l'opposition entre l'animation libre, expérimentale et les formes industrielles n'est pas si radicale. Parce que
moi, ce qui me semble, c'est que à cause de l'explosion des productions d'animation, de ce qui se fait pour les jeux, ce qui se fait pour les longs métrages, les séries, tout ça, il y a eu une explosion des écoles d'animation. Donc, de plus en plus de gens qui apprennent à faire de l'animation, évidemment, pour une bonne part d'entre eux, avec l'espoir d'avoir un métier au bout du compte, un métier d'animateur, c'est inéluctable. Mais dans cette masse d'étudiants, il est inévitable aussi qu'il y en ait une proportion qui veulent aussi faire autre chose. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on voit une espèce d'explosion de l'expérimental présentement. Et c'est pas en opposition complète avec le fait qu'il y a les écoles qui apprennent un métier. C'en est un résultat un peu marginal, mais important. Alors, je pense que quand on parle de cinéma en général, les formes indépendantes et libres de cinéma ont toujours pu exister parce que le cinéma, au niveau de son ampleur totale, qui était, il faut bien le dire, toujours industriel, c'est une forme d'art technologique qui a besoin de cette ampleur-là. Les cinémas expérimentaux, libres, tout ça, ne pouvaient exister que parce que cette immense machine était là et pouvait être utilisée de façon différente. Alors, c'est une chose assez complexe, en fait, et où il faut éviter les antinomies simplistes. Benoît, lundi, il y avait une étudiante qui était là, qui a fait en sortant de l'école et qui disait, voilà, quand elle a fait le son, Jacques Gamblin, donc grand acteur français, fait la voix, regarde l'animatique, donc l'animatique, elle s'aime l'animatique, et ah, c'est très joli, j'aime beaucoup. Et là, évidemment, elle dit, mais non, c'est pas fini. Et lui, en fait, ça lui suffisait. C'est-à-dire que lui, acteur de prise de vue continue, dit, en fait, travaillant, dit d'un seul coup, ben, moi, ce dessin, enfin voilà, ça bouge pas, mais ça me suffit, ça me raconte. Son épisode, c'est vivant, ça me raconte finalement cette histoire. Est-ce qu'on n'a pas aussi de cette problématique, nous, le nez, par exemple, de Jean-Charles Fink, notre repas qui n'est pas en mouvement, ouais. Je pourrais montrer qu'il n'y a pas de mouvement, et pareil, il est accepté dans quasiment, alors peut-être qu'il n'est pas bon, j'en sais rien, moi c'est un film que j'aime beaucoup, mais accepté dans un festival en disant non, toi tu ne fais pas de l'animation, parce qu'il n'y a pas de mouvement, mais évidemment, dans la prise de vue continue, on va leur dire, bah non, c'est pas de la prise de vue, de toute façon, voilà, c'est pas non plus notre cinéma, et d'un seul coup, on a quand même une grosse problématique là, à ce niveau-là, non ? Et donc, quelle est la question ? Et la question, c'est est-ce qu'on n'a pas un problème à l'intérieur même du monde de l'animation de toujours cette volonté de mouvement, par exemple, et l'idée d'un seul coup de promouvoir finalement autre chose. Encore une fois, quand un acteur dit qu'il voit une animatique simplifiée, il dit bah, ça me suffit comme film, alors que nous, c'est quasiment impossible. Oui, est-ce qu'on a une obsession du mouvement ? Je ne sais pas comment dire. Je pense qu'il y a comment répondre à ça ? Je pense qu'il y a quand même il y a des films qui font une espèce de référence et sur lequel après le public s'aligne et on attend à ce que le suivant soit comment dire aussi animé, aussi en mouvement, etc. Et c'est vrai que par exemple quand on voit jusqu'où vont les films américains où c'est la perfection du mouvement fluide, etc. On habitue aussi le public à certaines choses et du coup après il y a une espèce de forme d'accoutumance et voilà. Mais c'est difficile de revenir en arrière et de dire bah, maintenant on va vous proposer un film qui est vachement bien mais par contre il y a beaucoup moins de mouvement. Oui, c'est comme je dis. Là j'ai juste des extraits du nez, enfin voilà des petits bouts du nez. Ouais. Mais je pense que sincèrement tout le monde n'est pas prêt à faire ce chemin-là pour revenir en arrière, cet abandon. Et puis moi personnellement, c'est vrai que je peux trouver aussi quand un mouvement est... Il y a aussi une magie quand même, simplement à faire bouger un dessin, quoi. Et quand on voit ça et quand c'est vraiment... Quand il y a une émotion qui est créée avec ces lignes en mouvement, moi je trouve que c'est magnifique, quoi. Et en tant que réalisateur, on tend aussi à ça, quoi, à faire vivre ces lignes. Je trouve qu'il y a une beauté, quoi. C'est vraiment la magie du cinéma. Moi, tout à l'heure, on parlait des iPads, Claude il parlait de l'iPad. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec un outil très simple, on peut faire de l'animation. Mais moi, je trouve que ça reste magique tout le temps, quoi. Et ça, c'est... et moi, je peux comprendre qu'on ait envie de participer à ça, quoi. Et ouais. Est-ce qu'il y a une toute dernière question ou réflexion dans la salle ? Une dernière, et après...
petit renseignement pour les amateurs d'outils très simples, justement sur l'iPad, il y a une application qui s'appelle McLaren Absolument. et qui permet de faire du grattage de pellicules de façon hyper simple et magnifique, et qui doit valoir 3 €, enfin c'est un truc fabuleux. Elle est même en promotion, je crois, en ce moment. Ça dépend des jours, peut-être. En fait, non, oui, c'est le nez, c'est tiré du même. Oui, mais c'est pas la même chose que celui d'Alexei Yesnach. C'est la même histoire. Tout à fait. C'est une nouvelle de Gogol, tout à fait. Notre ami russe nous le dit. Oui, j'aimerais dire une dernière chose, Oui, parce que bien sûr. fatalement, quand tu m'as invité, je me suis dit, bon, qu'est-ce que pour moi est la plus belle animation du monde? Et la réponse évidente pour moi, c'est Blinket et Blank de McLaren. Et pour une raison, pas seulement parce que c'est mon goût, mais une raison très précise, parce qu'à la fois ce film utilise les ressources les plus radicales qui étaient explorées à cette époque-là, c'est-à-dire une forme de discontinuité totale, animation clignotante assez poussée, où la moitié des images du film sont noires. Et en faisant ça, il réussit quand même à créer des personnages et une impression de narration et une forme de continuité, de fluidité. Alors, c'est le film où cette pratique qui était à cette époque-là extrêmement radicale de l'animation arrive à unir les deux mondes, si on peut dire. C'est drôle parce que donc vous voyez des extraits là, du blanc derrière, et c'est vrai que c'est souvent un film que je montre en cours en disant regardez, vous pouvez faire aussi des choses comme gratter sur pellicule ou soi-disant expérimental, et en fait en racontant une histoire avec les deux oiseaux qui se font peur, un qui met un masque, et finalement raconter aussi une histoire avec soi-disant des méthodes qui n'étaient réservées que pour l'expérimental. Et finalement, est-ce que c'est pas ça l'idée pour que l'animation aussi passe un peu à autre chose, c'est de mélanger les deux. J'ai tendance souvent à dire cette phrase qui est sûrement un peu bête et qui est pas voilà, mais c'est quand Disney fera un film politique ou je sais pas avec un thème très sérieux, et que quand on fera un film romantique en grattage sur pellicule ou ce genre de choses, et que finalement tout se mélangera. Voilà. Merci beaucoup à vous tous, merci à mes deux invités. C'est finalement pas engagé.